D'abord, un conseil. Ne cherchez pas de contrebandiers dans les Pyrénées si vous ne l'êtes pas vous-même. Nous avons essayé. On devrait en trouver, je sais bien, c'est leur lieu de travail. Eh bien non. Les contrebandiers, on vous le dira comme on nous l'a dit, c'est à Bayonne qu'on les trouve. Au seigneur de la fraude, à l'état-major, bref, au cœur du sujet. Parisiens, étrangers, bêtes, nous avons cru de bonne foi que nous allions rencontrer des contrebandiers au rendez-vous qu'on nous donnait, à leur café. Nous regardions jouer au dé, ce qui nous rassurait plutôt. Le basque joueur, c'était dans nos fiches. En écoutant les histoires de contrebande qu'on trouve dans tous les manuels, et grâce auxquelles on nous faisait prendre patience d'apéritifs en spiritueux, jour après jour. Car les héros n'étaient jamais parmi les personnes présentes. Les vrais, les patrons, les grossistes, on les attendait. Ils allaient venir. Difficile de les rencontrer? Non. Pourquoi? Non, il ne faut pas se laisser prendre aux apparences. On nous attendait, à quelques heures de voiture, ici, sur la Nivelle. À 10 mètres de nous, sur l'autre rive, l'Espagne commençait. Enfin, une vraie frontière, et nous l'espérions, de vrais propos sur cette contrebande qui nous filait sous le nez comme si nous étions de simples douaniers. Le cadre s'y prêtait. Le cadre, c'était la maison de Ramuncho. L'actuel locataire, maintenant retraité, y poursuit des recherches linguistiques dans la pénombre des journées. Au terme de cette promenade que nous avions faite avec lui le long de la frontière, nous nous sommes étonnés avant tout que de nos jours, avec les moyens dont on dispose en France et à l'étranger, la contrebande existe encore. Eh bien, la contrebande existe parce que le même colis n'est pas considéré comme une contrebande dans un pays et dans l'autre à la fois. Par exemple, une certaine marchandise est exportée de France en Espagne, par exemple. Oui. Eh bien, en France, non seulement ce n'est pas de la contrebande, mais c'est une exportation régulière, le plus souvent, qui est favorisée, tellement favorisée qu'il y a des taxes. Ça fait que, autrefois, le contrebandier essayait d'échapper toujours à la douane, même en France, pour ne pas payer une petite amende pour n'avoir pas de passe-avant ou une histoire comme ça. Tandis que maintenant, le contrebandier est devenu presque un régulier en France qui a tout intérêt à se présenter à la douane avec son colis et à le déclarer à cause de la détaxe. Alors, il devient contrebandier en Espagne. Je vous demande ça parce qu'on s'imagine toujours le contrebandier comme un garçon avec un sac au dos sur les chemins la nuit dans la montagne. Est-ce qu'il n'y a que ce type-là de contrebandier ou est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, généralement, on se figure qu'il n'existe que ce type-là. Oui. Que le contrebandier est un homme qui a toujours une marchandise qu'il a trouvée comme par enchantement, qui prend sur le dos, qui passe la nuit et qui remet en pays étranger et qui gagne beaucoup d'argent à faire ce métier. Mais en réalité, il y a plusieurs types de contrebandiers. Il y a l'entrepreneur et il y a le transporteur. Ce n'est pas le véritable professionnel de la contrebande, en ce sens que c'est plutôt un manœuvre, un porteur. Quoi. Il essaie de gagner un salaire. Bon. Les douaniers le connaissent très bien, mais enfin, on sait très bien au Pays Basque que la plupart du temps, il est contrebandier, quelquefois par goût, mais surtout par nécessité. Vous savez qu'au Pays Basque, la terre n'est pas riche, les propriétés sont très petites et les familles très nombreuses. Alors, l'aîné ou l'un des garçons reste à la ferme, il est de ses parents. Un ou deux s'en vont en Amérique. Quelquefois, un autre se fait curer. Alors, il reste quelquefois un jeune homme, 2 ou 3, qui doivent gagner leur vie, donc par un appoint. Mais il arrive tout de même, je pense aux porteurs et au trajet de nuit dans la montagne, il arrive tout de même qu'on les surprenne.
Qu'est-ce qui se passe quand un détachement de douaniers, une patrouille, tombe sur une caravane? La règle, c'est que les contrebandiers se débarrassent de la charge. C'est la règle du jeu. Et s'échappent. Ils prennent la fuite. Oui, s'échappent. Ils ne cherchent Alors, pas. c'est aussi dans la règle du jeu que les contrebandiers, que les douaniers se contentent de la charge et ne s'acharnent pas à la poursuite des contrebandiers. Ok, c'est ça que je ne comprends pas, parce que dans la rue, quand quelqu'un vole un porte-monnaie, un portefeuille dans la rue, et qu'il se met à courir, même s'il abandonne le portefeuille ou le porte-monnaie, on continue à lui courir après. Tout d'abord, quelqu'un crie au voleur, tout le monde est intéressé à arrêter le voleur. Ensuite, il y a assez de monde pour prêter main forte aux gendarmes. Tandis que dans la montagne, on ne crie pas aux contrebandiers parce qu'alors personne ne répondrait. Oui. Ensuite, les contrebandiers sont très lestes. Ils portaient une charge jusque-là, débarrassés de leur charge, ils sont 2 fois plus lestes, surtout s'ils sont poursuivis. Par conséquent, les douaniers, qui souvent ne sont plus très jeunes, puisqu'ils font du service jusqu'à 60 ans, on les sème assez facilement. De toute façon, ils sont dans un village pour plusieurs années. Ils ont tout intérêt à être bien avec la population, c'est-à-dire bien en ce sens qu'ils ne peuvent pas se fâcher avec tout le monde. Alors, au bout de quelque temps, ils suivent la ligne générale. Vous savez, ils font le service, c'est entendu, mais pas des excès de zèle intempestifs. Il peut y avoir contre eux par exemple, des vengeances, en ce sens, on ne va pas les tuer ou les battre, non, c'est entendu, mais ils sont très souvent bons jardiniers. Hein. Une nuit, pendant qu'ils sont de service, on va leur arracher tous leurs choux, tous leurs piments, et il faudra qu'ils recommencent le lendemain. Et là, au moment où il va récolter ses haricots verts, par exemple, on va lui faucher, des trucs comme ça. Hein. Alors, ils comprennent très bien qu'ils ne doivent pas faire un excès de zèle. C'est-à-dire leur service, oui, c'est entendu. Et ils rentrent dans la ligne générale. Monsieur Elso, au fond, les contrebandiers et les douaniers passent des années ensemble dans le même village, et souvent dans le même petit village, au milieu de quelques dizaines d'habitants. Quels sont leurs rapports? Leurs rapports sont très bons. Et seulement, chacun exerce son métier, en ce sens que le douanier a intérêt de prendre le plus souvent possible le contrebandier, et le contrebandier à se laisser prendre le moins possible, parce qu'il faut que ses bénéfices soient au moins supérieurs aux amendes. Hein? Alors, c'est ça un métier, enfin. Oui, c'est un métier. Oui. Un métier, oui. Et nous commencions à comprendre que tous, ou presque, étaient capables de le faire. Qu'un contrebandier peut se cacher sous n'importe quelle blouse, n'importe quel béret, comme il se cache pour s'amuser devant la caméra. Il y faut de l'ironie, le sens du jeu et du pari, et celui du risque, qui est encore un jeu. Chez eux, ce sont des qualités innées. Une personnalité d'Asparène, que nous ne nommerons pas, mais avec qui nous étions dans les rues ce mardi-là, a ajouté ceci au bréviaire des parfaits contrebandiers. Ils doivent juger le marché, être capables de calculs financiers à long terme, avoir le sens commercial et la psychologie des rapports humains. Enfin, c'est une élite. Les Basques n'ont jamais considéré la contrebande comme un péché. Il ne viendrait jamais à l'idée d'un Basque d'aller se confesser à son curé pour lui dire qu'il a fait de la contrebande. Hein. Le curé rirait bien. Ah, le curé rirait. Oh, il rirait, il plaisanterait. Mais au confessionnal, il plaisanterait sur cette question.